beaucoup d'émotions. Moi, j'étais en larmes tout le temps. Tu as parlé de ta grand-mère. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Tu nous as évoqué que le point de départ, c'était elle. Je crois que le secret était dévoilé très très tard dans ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. En fait, disons que donc cette grand-mère dont j'étais très, très proche, j'ai toujours su qu'elle avait un secret. Je ne sais pas comment elle me l'a transmis, mais c'est toujours été là. Et en même temps, de manière très ambivalente, elle m'a aussi transmis que je n'avais pas le droit de savoir ce que c'était. Donc il a fallu beaucoup de temps, il a fallu quelqu'un d'extérieur à la famille aussi, parce que parfois plus c'est gros, moins ça se voit dans les familles. Pour vraiment m'en rendre compte, comprendre, l'affronter. Et donc elle avait déjà plus de 80 ans en fait, quand on a découvert qu'elle avait eu, pendant l'occupation, une histoire avec un soldat allemand. Elle avait 17 ans, donc c'était sa toute première première relation sexuelle. Et elle est tombée enceinte en fait très très vite. Et quand elle a cherché à lui, parce qu'il était reparti au front, quand elle a cherché à lui faire savoir qu'elle était enceinte, elle a appris par retour de lettres qu'il était mort. Et voilà, donc sa vie elle a basculé complètement, très jeune comme ça. On imagine ce que c'était d'être fille-mère d'un soldat ennemi à l'époque, hein, c'était vraiment un bannissement. Et elle était d'un milieu modeste. Et elle a rencontré mon grand-père 4 ans plus tard sur une plage en Bretagne, comme dans le film. Et mon grand-père était d'un milieu social plus aisé, pas autant que dans le film, mais voilà, petite bourgeoisie. Et il s'est passé, je sais pas, quelque chose de très évident, très rapide entre eux. Ils se sont mariés très vite contre l'avis de la famille de mon grand-père. Il a reconnu cet enfant, il l'a adopté, il lui a donné son nom, et toute leur vie, en fait, ils ont caché la vraie paternité de cet enfant, qui est mon oncle, en fait. Voilà. À partir de là, il y a un travail vraiment de fiction qui s'est mis en place avec Gilles Torrent, le scénariste du film. C'est-à-dire que mes grands-parents, ils n'ont pas tenu de bar à Châteauroux, tout ça. Disons que ce qui a été le moteur de la fiction pour nous, au-delà de cet ancrage biographique, c'est le couple. Voilà. Le vrai sujet de ce film, c'est le couple. Le couple et la question de l'amour et de la transmission compliquée de l'amour dans la vie. Quoi. Avant de vous laisser la parole, moi tu débutes ton film par des images d'archives. Ouais. Est-ce que tu as cherché à reconstituer cette période, ou est-ce que tu t'es dit, bon, les images d'archives sont tellement fortes que j'ai pas besoin de faire les scènes avec Agnès Desmoustiers? En fait, dès le scénario, il y avait cette idée que potentiellement il y aurait de l'archive, mais c'est une idée que j'avais prévu de remettre en question, comme toutes les idées du scénario. Le tournage, quelque part, doit toujours se faire en réaction ou contre le scénario pour réussir à le dépasser, à faire mieux. Et donc je me suis dit, est-ce que je peux mettre en scène cette scène, ce moment de l'attente, parce que je savais par contre qu'il devait être dans le film, c'est tellement fondateur pour le personnage féminin, que je ne pouvais pas faire l'économie de ce moment-là d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai commencé, comme je fais toujours, à me documenter sur le réel de ce que je vais filmer. Et là, on a fait un travail plus large que ce que j'aurais imaginé, c'est qu'on a vraiment cherché à récupérer toutes les images qui existaient de femmes tondues en France. Donc on a fouillé tous les fonds d'archives régionaux, nationaux, les actualités Gaumont-Pathé, les archives de l'armée américaine, de l'armée française, anglaise. Et on a tout récupéré. Donc j'ai tout vu et j'ai été tellement choquée, bouleversée par tout ce que j'ai vu, que l'idée de mettre en scène est tombée en fait d'elle-même. C'est-à-dire que je me suis dit, il n'y aura jamais rien de plus saisissant, de plus fort et de plus juste que ces images pour saisir la dimension traumatique de ce moment, parce qu'en fait, il n'a quand même pas été vraiment... Ça reste un peu un impensé quand même de l'histoire française. On en parle assez peu. On a deux, trois images qu'on trouve facilement de femmes tondues. On connaît la tondue de Chartres et tout, mais on ne sait pas à quel point, combien de femmes réellement ont été touchées,
Et le fait que c'était pas juste des tontes, en fait, c'était vraiment des actes d'humiliation collective, c'était de la torture. Et voilà, il y a des historiens qui ont travaillé sur le destin de certaines de ces femmes qui sont filmées, donc du coup j'ai découvert, voilà, il y a certaines de ces femmes qu'on voit dans la même journée, elles ont été violées, elles ont été certaines même assassinées, enfin voilà, c'est allé très très loin. Donc comment dire, à partir de là, il y avait presque un devoir de mémoire en fait. Je sais pas comment dire, je me suis dit, mais personne n'a jamais vu ces images. Je dois en faire quelque chose et je dois les montrer. Et aussi, je trouve qu'au regard de ce qu'est aujourd'hui la place de la femme dans notre société, la question du féminisme, je trouvais ça vraiment important de revoir ces images aujourd'hui, dans un autre rapport en fait à leur sens, au-delà de la question de la culpabilité, juste les faits, voilà. Et puis aussi, quand j'ai vu ça, j'ai aussi trouvé le point de départ de ma fiction, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, il y a eu tous ces gens, enfin ces personnes, il y a eu ces personnes pour filmer ces femmes se faire tondre. Par contre, il n'y a personne qui a filmé ces femmes rentrer chez elles. Comment on rentre chez soi après ça? Comment on repasse la porte de sa maison? Comment on se retrouve face à son père, sa mère, ses enfants éventuellement? Et je me suis dit, mais moi, mon film démarre là. C'est-à-dire que la fiction prend son sens et prend le relais de l'histoire. Parce que moi, je vais me poser cette question. Et je vais raconter un film qui va être le trajet, le parcours affectif d'une femme qui a vécu ça. Comment on se reconstruit? C'est quoi le chemin social, affectif, sexuel, identitaire d'une femme qui a vécu ça? Tu poseras tes questions pour... Bonsoir Madame, votre film est absolument bouleversant. Je pense que nous sommes tous d'accord. Je suis frappé par la qualité littéraire de votre film. Il est extrêmement écrit. Moi j'ai beaucoup pensé à Romain Gary. Bien sûr, ce gamin, c'est la promesse de l'aube. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si à la fin on voit un livre de lui. J'ai beaucoup pensé à Marguerite Yourcenar, Alexis ou le traité du 20 combats. J'ai pensé à plein de choses et à Louis Malle à Bertolucci pour la fameuse scène dans Les Amants. Je crois que votre film il est absolument intemporel et on n'écrit plus comme ça aujourd'hui. Avec ce phrasé romanesque et on prend son temps. Et surtout, les dialogues ne sont absolument pas réalistes et ils sont vrais. C'est-à-dire qu'ils sont écrits plus vrais que nature. Je trouve les acteurs absolument prodigieux. Je trouve que votre film ouvre des tas de portes. Et il n'y a pas une seule porte d'entrée dans votre film. Et je voulais savoir si vous êtes inspiré de tous ces gens-là, Déon, des écrivains comme ça qui ont raconté cette époque mezza voce. Vraiment, bravo. Et je suis absolument bouleversé. Merci beaucoup. Merci. En fait, il y a une inspiration littéraire dans ce film, mais étrangement, c'est plutôt la littérature américaine qui m'a nourrie. Voilà, moi je suis passionnée de littérature américaine, d'écrivains comme Jim Harrison ou Joyce Carol Oates, des écrivains du romanesque, de l'épique, qui ont souvent comme ça des récits sur des temps longs, avec des ellipses fortes, des brusques changements de focalisation de personnages. Donc je pense que cette littérature, elle m'a nourrie. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de proposer un voyage qu'on voit pas très souvent dans le cinéma français. C'est-à-dire que cette idée de la saga, comme ça, une histoire sur 15-20 ans, c'est un genre de cinéma qu'on voit plus tellement, et que moi j'adore, qui a aussi à voir avec la construction des biopics, des destins de vie en fait, des trajets de vie, et se demander tiens, qu'est-ce que je vais aller prélever dans la vie de mes personnages pour les regarder vieillir, et tout ce que le temps permet au cinéma en fait, parce que le passage du temps est propice à des problématiques spécifiques et qui en général moi me passionnent. Il y a la question du destin et de l'amour, c'est-à-dire est-ce qu'on était destiné à se rencontrer dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? Pourquoi on traverse certaines épreuves ou pas? Pourquoi on se quitte? Et ça, à l'épreuve du temps, en fait. Moi, ce sont des questions que j'adore et que ce genre-là me permettait de traiter. Et puis, il y a le mélodrame, le genre du mélodrame.
que pour le coup, j'ai plutôt emprunté au cinéma. Je pense aux films notamment de Douglas Sirk, par exemple, ou d'autres cinéastes américains qui sont héritiers de Douglas Sirk, comme James L. Brooks ou Todd Haynes même, Fassbinder, qui sont des réalisateurs qui ont adapté aussi Douglas Sirk. Ce genre, j'adore ce genre parce que c'est le genre de l'émotion. Moi, l'émotion, c'est quelque chose qui... C'est un peu ma matrice, en fait. Je pense que mes premières expériences de cinéma, c'était pour moi, par rapport à sûrement l'éducation que j'ai eue et tout, des moments hyper importants de décharge émotionnelle. Pour moi, le cinéma, c'était l'endroit où on pouvait s'autoriser à ressentir des émotions fortes sans être en danger. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le cinéma, il est né dans les foires. Les premiers films, on allait les voir dans les foires. Comme on va voir aujourd'hui, on va se faire un grand 8 ou on y va pour se faire peur, se faire rire, se faire des sensations fortes, tout en sachant qu'on est attaché et qu'on risque rien, quoi. Le cinéma, pour moi, c'est ça, et du coup, j'ai à cœur, en fait, de retransmettre des émotions fortes aux spectateurs, comme je les ai vécues, je pense. Et le genre du mélo est le genre par excellence de l'émotion. Donc en fait, ça flirte avec le mélo, c'est-à-dire que ce sont des personnages que tout oppose, qui se rencontrent, qui se jettent dans une histoire, à qui il arrive des tragédies. Il y a cette oscillation entre des moments de répit et puis le destin qui vient s'abattre sur eux. Et en même temps, c'est pas vraiment un mélo, enfin c'est un mélo moderne, on va dire, parce que il épouse pas la fin du genre, les mélos se terminent mal, et je pense là en l'occurrence, je dirais qu'il y a un personnage qui incarne le mélo, c'est le personnage de Vincent Lacoste, qui va au malheur, qui est un personnage tragique par excellence. Et puis il y a un personnage de femme avec une pulsion de vie énorme, très résilient, et qui va vers la réparation et une forme de réconciliation avec son enfant. Donc voilà, il y a le classicisme et il y a la modernité, il y a le mélo et il y a autre chose, quoi. Bonsoir, merci pour ce film que j'ai beaucoup apprécié aussi. Merci. Et le charisme d'Anaïs de Moustier qui est quand même assez percutant. Une question très technique, est-ce qu'il y a réellement un cimetière qui a cette vue sur mer quand on se retourne? Parce que sinon je prendrai éventuellement l'adresse. C'est ce que je me suis dit aussi, je me suis dit que j'aimerais bien que ce soit mon cimetière. Oui, il existe, c'est le cimetière de Douarnenez, en Bretagne. Et souvent les cimetières proches de la mer sont des cimetières de marins. Alors, donc vous parlez de couple aussi, mais il y a un trouble où moi j'ai vraiment l'impression que ça allait partir là-dessus un certain temps, et puis paf, ça marche pas du tout. Donc est-ce que c'est pour faire un effet de surprise exprès? Enfin bon, voilà, moi ça m'a surpris, de la manière dont c'est amené, parce que ça prend quand même pas mal de temps. À un moment, le fils, enfin, dans le film, il me semble qu'on veut montrer qu'il est prêt à tuer sa mère si elle ne lui répond pas. Alors est-ce que... moi j'ai quand même... Pourtant j'ai une enfant adoptée, donc, mais je me dis que c'est un peu... Est-ce que ça peut aller aussi loin? Vous êtes deux scénaristes à l'avoir fait, est-ce qu'il y a des cas concrets? Enfin bon, voilà. Donc quelque part, ça m'a touché un peu. Et dernière remarque, si les gens qui aiment bien un peu les allégories dans les scènes de sexe, il faut aller voir le syndrome des amours perdus. Pour le public, vous n'avez pas aimé, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave. Ah d'accord. Bon, moi j'ai bien aimé. Bah oui, il faut aller le voir. Alors sur le trouble. Sur le trouble, j'ai pas exactement saisi ce que vous vouliez dire. Vous étiez surpris que ça dure pas plus longtemps entre trois, que ça allait être le sens du... Oui, ouais. C'est peut-être à cause de ça. Ouais. Parce que ça va l'air bien partir. Enfin, au moment où sur un poids sur le lit, ça va l'air pas mal. Ça a l'air bien parti. En fait, cette idée que quand on était en train d'écrire le scénario, qu'à un moment, ces deux personnages allaient
probablement tombé amoureux d'une même personne. Ça, c'est venu assez vite. Avec ces deux personnages qui, quelque part, ont des divergences sexuelles et qui cherchent en même temps à faire durer leur couple, qui croient dans leur histoire d'amour et qui veulent être heureux, on s'est assez vite dit, voilà, l'expérience d'un couple à trois, quelque part, c'est comme la possibilité d'une complétude, en fait. Et donc, ils prennent ce risque d'essayer c'est une forme de générosité de l'un vers l'autre, de se dire on va se risquer à ça pour essayer de dépasser nos frustrations. Et puis ben, ça échoue parce qu'il y a beaucoup de maladresse, parce que sans doute que François s'y prend mal, il n'y a pas de réel consentement, c'est toujours difficile de savoir la frontière voilà, entre qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, peut-être que c'est pas si clair dans la tête de Jimmy. Et puis c'est l'époque aussi, encore plus compliquée que celle d'aujourd'hui. Le désir, ça peut faire aussi très peur. Donc peut-être que ce Jimmy, il a une réaction de peur aussi. C'est pris dans une problématique aussi qui est la problématique du racisme très très fort de l'époque. Peut-être qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il est renvoyé au fait qu'il se sent objet. Donc voilà, ça questionne tout ça et ça renvoie en fait nos deux personnages à leur solitude. Et voilà, il y a ce qui leur manque en fait pour être complètement heureux, sans doute ensemble. Et en même temps, c'est ce qui va leur permettre d'avoir enfin une discussion sur leur sexualité. Et de mettre des mots dessus pour la première fois après cette crise. Et cette crise, il la dépasse parce qu'il y a quelque chose entre eux qui est très fort et qui va au-delà. Sur le fils qui peut aller aussi loin. Alors, moi personnellement, je me suis jamais dit qu'il pouvait tuer sa mère. Ce que je me raconte, c'est que il y a tellement il a tellement subi, il a tellement attendu pour connaître son identité, l'identité de son père, pour avoir cette information. C'est la première fois que physiquement, il peut réellement confronter sa mère, parce qu'avant il était trop petit, et psychologiquement et physiquement, elle était plus forte que lui. Et sans doute que la mort de son père adoptif le renvoie à une détresse originale. Il perd ce père, donc il perd une deuxième fois son père quelque part, donc ça le renvoie à la première histoire. En plus, le fait d'être dans les lieux où il était petit, où il a grandi petit, ça tout d'un coup, le mensonge de sa mère, le déni de sa mère, lui est insupportable. Il y a quelque chose qui sort de lui et qui ne peut pas sortir autrement, parce que, en fait, le non-dit de sa mère, il est tout aussi violent que sa réaction à lui, physique. Et quelque part, je dirais même que peut-être elle l'emmène à ça. Alors ça, c'est très inconscient, mais dans la scène du cimetière, quand elle lit le poème, et qu'à un moment elle parle du secret, et qu'elle dit là où agit le secret commence aussi la vie, alors prends feu. Sur cette phrase, je place le plan du visage du fils. C'est comme si, en le regardant à ce moment-là et en le disant ça, quand elle en est conscience ou pas, elle lui dit de prendre feu. Elle lui dit qu'il peut se mettre en colère. Et on passe du plan de ce visage au cimetière au plan du visage de Daniel dans le restaurant, donc dans ce décor dans lequel il a grandi. Et là, on est dans une continuité émotionnelle, et voilà, et le feu, le feu sort, et c'est cette scène de plage, et c'est le moment où, en fait, il se sauve du mensonge de sa mère par sa puissance de résistance et de résilience. Et c'était sans doute le moment, pour lui et pour elle, que ça sorte.